Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Quatorzième partie. 28 juillet. Faye a un nouvel ami. Je suis rentré chez moi hier soir désireux de la rejoindre. Je suis d'abord passé dans mon appartement pour prendre une bouteille, puis j'ai emprunté l'escalier de secours. Mais heureusement, j'ai regardé avant d'entrer. Ils étaient tous deux sur le canapé. Bizarre. Cela ne me fait vraiment rien. C'est presque un soulagement. Je suis retourné au labo travailler avec Algernon. Elle sort par moments de sa léthargie. De temps en temps, elle parcourt le labyrinthe à transformation, mais si elle échoue et se trouve dans une impasse, elle réagit violemment. Quand j'arrivais au labo, j'allais regarder. Elle était éveillée et vint vers moi comme si elle me reconnaissait. Elle avait envie de travailler, et quand je la fis passer par la porte à coulisses dans le labyrinthe grillagé, elle fila rapidement dans les couloirs jusqu'à sa cagette d'arrivée. 2 fois, elle parcourut le labyrinthe avec succès. La 3e fois, elle fit la moitié du parcours, s'arrêta à un croisement et, dans un mouvement incertain, prit le mauvais couloir. Je voyais ce qui allait arriver, et j'aurais voulu me pencher et la soulever avant qu'elle n'aboutisse à une impasse. Mais je me retins et j'observais. Quand elle s'aperçut qu'elle suivait un parcours qu'elle ne reconnaissait pas, elle ralentit et ses actes devinrent désordonnés. Partir, s'arrêter, revenir en arrière, se retourner, repartir en avant jusqu'à ce qu'elle se trouve finalement dans le cul-de-sac qui, d'un petit choc électrique, l'avertit qu'elle avait fait une erreur. À ce moment, au lieu de revenir en arrière pour trouver un autre chemin, elle se mit à tourner en rond, à couiner comme une aiguille de phonographe qui déraille. Elle se jetait contre les parois du labyrinthe, tombait et s'y jetait de nouveau. 2 fois, elle se prit les griffes dans le grillage du dessus, couinant très fort, puis elle lâcha prise et essaya encore désespérément. Enfin, elle s'arrêta et s'enroula en une petite pelote serrée. Lorsque je la pris, elle ne fit aucune difficulté pour se dérouler, mais demeura dans une sorte de stupeur cataleptique. Quand je déplaçais sa tête ou ses pattes, elle restait telle que je les avais placées, comme en cire. Je la remis dans sa cage et l'observai jusqu'à ce que la stupeur passe, après quoi elle se mit à aller et venir normalement. Ce qui m'échappe, c'est la raison de sa régression. Est-ce un cas spécial, une réaction isolée, ou y a-t-il un principe général d'échec inhérent à tout le processus ? Il faut que j'en trouve la loi. Si je la découvre, si j'ajoute ne serait-ce qu'un iota d'information à ce qui peut déjà avoir été trouvé au sujet de l'arriération mentale, avec la possibilité de venir en aide à d'autres tels que moi, je serai satisfait. Quoi qu'il m'arrive, j'aurais vécu des milliers de vies parce que j'aurais pu apporter à d'autres qui ne sont pas encore nés. Je n'en demande pas plus. 31 juillet. Je suis au bord du précipice. Je le sens. Ils pensent tous que je me tue en travaillant à cette allure, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je vis à un sommet de clarté et de beauté dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Chaque partie de moi-même est en parfaite harmonie avec ce travail. Je m'en imprègne par tous les pores durant le jour, et la nuit, dans les instants qui précèdent ma chute dans le sommeil, les idées explosent dans ma tête comme un feu d'artifice. Il n'y a pas plus grande joie que l'éclatement d'une solution à un problème. Il est incroyable que cette énergie bouillonnante, cet enthousiasme qui anime tout ce que je fais, puisse m'être enlevé. C'est comme si toutes les connaissances que j'ai absorbées au cours des derniers mois se combinaient pour me soulever vers une apogée de lumière et de compréhension. C'est la beauté, l'amour et la vérité réunies. C'est la joie. Et maintenant que j'ai trouvé cela, comment pourrais-je l'abandonner ? La vie et le travail sont ce qu'un homme peut avoir de plus merveilleux. Je suis épris de ce que je fais parce que la solution du problème est là dans mon cerveau et que bientôt, très bientôt, elle éclatera dans mon esprit. Je prie Dieu de me laisser résoudre cet unique problème. C'est sa solution que je désire. Je n'en veux pas d'autre. Et si je ne l'obtiens pas, j'essaierai d'être reconnaissant de ce que j'ai eu. Le nouvel ami de Faye est un professeur de danse du Stardust Ballroom.
Je ne peux vraiment pas lui en vouloir, puisque j'ai si peu de temps à passer avec elle. 11 août. Impasse complète depuis 2 jours. Rien. J'ai pris un mauvais tournant quelque part, car je trouve des réponses à des tas de questions, mais pas à la plus importante de toutes. En quoi la régression d'Algernon affecte-t-elle l'hypothèse de base de toute l'expérience? Heureusement, j'en sais assez sur les processus de l'esprit pour que ce blocage ne m'inquiète pas outre mesure. Plutôt que de m'affoler et d'abandonner, ou, ce qui serait pire, de m'acharner à chercher des réponses qui ne viennent pas, il faut que je chasse ce problème de mon esprit pendant un moment et que je le laisse mijoter. Je suis allé aussi loin que je peux sur le plan conscient, et maintenant il s'agit d'affronter ces mystérieuses opérations qui se déroulent au-dessous du niveau de la conscience. C'est une chose inexplicable de constater à quel point tout ce que j'ai appris me renvoie à ce problème. S'y acharner trop ne fait que le bloquer. Combien de grands problèmes sont restés non résolus parce que les chercheurs n'en savaient pas assez ou n'avaient pas suffisamment confiance dans le processus de créativité ni en eux-mêmes pour laisser tout leur cerveau y travailler. J'ai donc décidé, hier, de laisser le travail de côté pour un moment et d'aller au cocktail donné par Miss Nemur en l'honneur des 2 membres du conseil de la Fondation Wellberg qui ont contribué à faire obtenir la subvention de son mari. J'avais l'intention d'y emmener Faye, mais elle prétexta qu'elle avait un rendez-vous et préférait aller danser. Je partis pour cette soirée avec la ferme intention d'être aimable et de me faire des amis. Mais ces temps-ci, j'ai des difficultés à communiquer avec les gens. Je ne sais pas si cela tient à moi ou à eux, mais tout essai de conversation s'évanouit habituellement au bout d'1 minute ou 2 et des barrières s'élèvent. Est-ce parce qu'ils ont peur de moi, ou qu'au fond d'eux-mêmes cela ne les intéresse pas et que j'ai la même sensation vis-à-vis d'eux? Je bus un verre et errai dans le vaste salon. De petits groupes de gens assis étaient engagés dans des conversations du genre auxquelles je trouve impossible de me mêler. Finalement, Miss Nemur me prit en main et me présenta à Hiram Harvey, l'un des membres du conseil de la Fondation. Miss Nemur est une femme séduisante, aux abords de la quarantaine, cheveux blonds, très maquillés, avec de grands ongles rouges. Elle avait passé son bras sous celui de Harvey. « Comment vont ces recherches ?» s'informa-t-elle. « Aussi bien qu'on puisse espérer, j'essaie en ce moment de résoudre un problème ardu. » Elle alluma une cigarette et me sourit. « Je sais que tous ceux qui travaillent à ce programme vous sont reconnaissants d'avoir décidé de vous y mettre et de les aider à le mener à bien. Mais j'imagine que vous préféreriez travailler à des recherches personnelles. Ce doit être un peu ennuyeux de reprendre le travail de quelqu'un plutôt qu'un autre que l'on a conçu et créé soi-même. » Elle était intelligente, il n'y avait pas de doute. Elle ne voulait pas que Harvey oublie que c'était à son mari que revenait le mérite. Je ne pus m'empêcher de lui renvoyer la balle. Personne n'entreprend rien de réellement neuf, Miss Nemur. Tout le monde construit sur les échecs des autres. Il n'y a rien de véritablement original en science. Ce qui compte, c'est ce que chacun apporte à la somme des connaissances. « Bien sûr, » dit-elle en s'adressant davantage à son invité plus âgé qu'à moi. « Il est désolant que Mr. Gordon n'ait pas été là plus tôt pour aider à résoudre ces derniers petits problèmes. » Elle rit. « Oh, mais j'oubliais. Vous n'étiez pas en état de faire de l'expérimentation psychologique. » Harvey rit à son tour, et je pensais qu'il valait mieux que je me taise. Bertha Nemur ne me laisserait pas avoir le dernier mot, et si l'on poussait plus loin, cela allait devenir très désagréable. J'aperçus le docteur Strauss et Bert qui parlaient à l'autre membre de la Fondation Wellberg, George Raynor. « Le problème, disait Strauss, est d'obtenir des moyens financiers suffisants pour travailler à des programmes comme ceux-là, sans être freiné par des obstacles liés à l'emploi de l'argent. Quand des sommes sont affectées à des buts spécifiques, on ne peut pas vraiment travailler. » Raynor hocha la tête et agita son gros cigare vers le petit groupe qui l'entourait. « Le véritable problème est de convaincre le conseil que ce genre de recherche a une valeur pratique. » Strauss secoua la tête à son tour. « Le point sur lequel je voulais insister, c'est que cet argent est destiné à la recherche. Personne ne peut jamais savoir d'avance si un projet aboutira à un résultat utile. Les résultats sont souvent négatifs. Nous apprenons ce qui n'est pas vrai, et c'est aussi important qu'une découverte positive pour celui qui reprendra le sujet à partir de là. Au moins, il saura ce qu'il ne faut pas faire. » Comme je m'approchais de leur groupe, je vis l'épouse de Raynor, à laquelle j'avais déjà été présenté. C'était une belle brune d'une 30aine d'années. Elle me regardait avec de grands yeux, ou plutôt, elle regardait le sommet de ma tête comme si elle s'attendait à ce qu'il en sorte on ne sait quoi. Je la regardai à mon tour, et elle s'en trouva gênée. Elle se tourna vers le docteur Strauss.
Et où en est le programme en cours? Prévoyez-vous de pouvoir utiliser ces techniques sur d'autres arriérés mentaux? Pourront-elles être utilisées dans le monde entier? Strauss haussa les épaules et me désigna de la tête. Il est encore trop tôt pour le dire. Votre mari nous a aidés à mettre Charlie à l'œuvre sur ce programme, et beaucoup dépend de ce qu'il trouvera. Mais bien entendu, intervint Mr. Raynor. Nous comprenons toute la nécessité de la recherche pure dans un domaine tel que le vôtre. Mais ce serait une bénédiction pour l'image de la Fondation si nous pouvions présenter une méthode vraiment applicable pour obtenir des résultats permanents hors du laboratoire et si nous pouvions montrer au monde qu'il en sort un bienfait tangible. J'allais parler, mais Strauss, qui pressentait sans doute ce que j'allais dire, se leva et passa son bras autour de mes épaules. Nous savons tous, au collège Beekman, que le travail que fait Charlie est de la plus extrême importance. Son rôle est maintenant de découvrir la vérité, quel que soit son aboutissement. Nous nous en remettons à la Fondation pour les relations avec le public et pour l'éducation de la société. Il adressa un sourire au Raynor et m'entraîna par le bras. « Ce n'est pas du tout, dis-je, ce que j'allais dire. »« Je ne l'ai jamais pensé, » murmura-t-il en me serrant le coude. « Mais j'ai vu à une lueur dans ton œil que tu étais prêt à les mettre en charpie. Et je ne pouvais pas te laisser faire, n'est-ce pas? »« Je ne crois pas, admis-je, en prenant un autre martini. »« Est-ce sage pour toi de boire tant que cela? »« Non, mais j'essaie de me détendre et il me semble que j'ai mal choisi l'endroit. »« Bah, prends les choses du bon côté et ne cherche pas d'histoire ce soir. Ces gens ne sont pas des imbéciles. Ils savent ce que tu peux penser d'eux et même si tu n'as pas besoin d'eux, nous en avons besoin. » Je lui adressai un petit salut. « J'essaierai, mais vous ferez bien de tenir Mrs. Raynor un peu loin de moi. Sinon, je vais lui mettre la main aux fesses si elle revient me faire des effets de croupe. »« Chut !» siffla-t-il. « Elle va t'entendre. »« Chut !» répétai-je en écho. « Désolé. Je vais aller m'asseoir dans un coin et me tenir à l'écart de tout le monde. » Le brouillard m'envahissait, mais à travers lui, je pouvais voir les gens qui me regardaient. Je suppose que je devais me parler à moi-même un peu trop distinctement. Je ne me souviens pas de ce que je disais. Un peu plus tard, j'ai eu la sensation que des invités s'en allaient anormalement tôt, mais je n'y prêtais pas grande attention jusqu'à ce que Nemur s'approche et se dresse devant moi. « Qu'est-ce que tu te crois pour te conduire de cette façon? Je n'ai jamais vu de ma vie une aussi insupportable grossièreté. » Je réussis à me lever. « Voyons, qu'est-ce qui vous fait dire cela ?» Strauss essaya de le retenir, mais Nemur faillit s'étrangler. Il en bredouillait. « Je le dis parce que tu n'as aucune gratitude, ni aucune considération de la situation. Après tout, tu dois beaucoup à ces gens, sinon à nous, et à plus d'un point de vue. »« Depuis quand un cobaye est-il censé devoir être reconnaissant ?» m'écriai-je. « J'ai servi vos visées et maintenant j'essaie de rectifier vos erreurs. Alors, bon Dieu, en quoi ai-je une dette vis-à-vis de qui que ce soit ?» Strauss fit un mouvement pour m'empêcher de continuer, mais Nemur l'arrêta. « Un instant, je veux entendre cela. Je crois qu'il est temps que cela sorte. »« Il a beaucoup trop bu, » dit sa femme. « Pas tant que cela, » gronda Nemur. « Il parle très clairement. J'ai accepté beaucoup de choses de lui. Il a mis en danger, sinon en fait détruit, notre œuvre, et maintenant je veux entendre de sa bouche ce qui pour lui est sa justification. »« Oh, laissez cela, dis-je. Vous n'avez en fait aucune envie d'entendre la vérité. »« Mais si, Charlie, ou du moins ta version de la vérité. Je veux savoir si tu ressens une gratitude quelconque pour tout ce qu'on t'a fait, les facultés que tu as acquises, les choses que tu as apprises, les expériences que tu as eues. Ou peut-être penses-tu que tu étais mieux comme tu étais auparavant? » À certains points de vue, oui. Cela les frappa de stupeur. « J'ai appris beaucoup dans ces derniers mois, dis-je. Non seulement sur Charlie Gordon, mais sur la vie et sur les gens. Et j'ai découvert que personne ne s'intéresse vraiment à Charlie Gordon, qu'il soit un arriéré ou un génie. Alors, quelle différence cela fait-il? »« Ah !» dit Nemur avec un rire. « Tu te répands en regret sur toi-même. Mais qu'attendais-tu? Cette expérience était calculée pour augmenter ton intelligence, pas pour que tout le monde t'aime. Nous n'avions aucun contrôle sur ce qui arriverait à ta personnalité, et d'un jeune homme arriéré mais sympathique, tu es devenu un salopard arrogant, égocentrique, antisocial. Le problème, mon cher professeur, est que vous vouliez quelqu'un que vous pourriez rendre intelligent, mais qui pourrait encore être gardé dans une cage et exhibé quand ce serait nécessaire pour que vous récoltiez les honneurs que vous recherchez. L'ennui, c'est que je suis une personne. » Il était furieux, et je voyais qu'il était partagé entre l'envie d'en terminer là
et celle d'essayer encore une fois de me mettre à terre. Tu es injuste, comme d'habitude. Tu sais que nous t'avons toujours bien traité, que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour toi. Tout, sauf de me traiter comme un être humain. Vous vous êtes vanté bien des fois que je n'étais rien avant l'expérience, et je sais pourquoi. Parce que si je n'étais rien, vous étiez celui qui m'avait créé, et cela faisait de vous mon Seigneur et Maître. Vous vous irritez du fait que je ne vous témoigne pas ma gratitude à toutes les heures du jour. Eh bien, croyez-le ou non, je vous suis reconnaissant. Mais ce que vous avez fait pour moi, si merveilleux que ce soit, ne vous donne pas le droit de me traiter comme un animal d'expérience. Je suis maintenant un individu, et Charlie l'était aussi avant qu'il ne soit jamais entré dans le labo. Vous avez l'air choqué. Oui, brusquement nous découvrons que j'ai toujours été une personne, même avant, et cela défie votre croyance selon laquelle quelqu'un qui a un QI inférieur à 100 n'est pas digne de considération. Professeur Nemur, je crois que lorsque vous me regardez, votre conscience vous tourmente. « J'en ai assez entendu !» s'exclama-t-il. « Tu es ivre !»« Oh non !» répliquai-je. « Parce que si je l'étais, vous verriez un Charlie Gordon différent de celui que vous avez appris à connaître. Oui, l'autre Charlie, celui qui s'est effacé dans l'ombre, est toujours ici avec nous. En moi. » « Il a perdu la tête, dit Mrs. Nemur. Il parle comme s'il y avait 2 Charlie Gordon. Il vaudrait mieux que vous l'examiniez, docteur. » Le docteur Strauss secoua la tête. « Non, je sais ce qu'il veut dire. Cela s'est manifesté récemment dans les séances de psychothérapie. Une singulière dissociation est apparue durant le mois dernier à peu près. Il a éprouvé plusieurs fois la sensation de se voir lui-même tel qu'il était avant l'expérience, en tant qu'individu distinct et séparé, qui a encore une existence réelle au niveau de son conscient, comme si le vieux Charlie luttait pour reprendre possession de son corps. « Non, je n'ai jamais dit cela. Il ne lutte pas pour reprendre possession de son corps. Charlie est là, soit, mais il ne lutte pas avec moi. Il attend simplement. Il n'a jamais tenté de commander ni de m'empêcher de faire ce que je voulais faire. » Puis, me souvenant d'Alice, je corrigeai. « Enfin, presque jamais. Le Charlie humble, aimant à s'effacer, dont vous parliez tous voici un instant, attend patiemment. J'avouerai que je l'aime pour bien des raisons, mais ni pour son humilité, ni pour son désir de s'effacer. J'ai appris combien cela rapetisse une personne en ce monde. »« Tu es devenu cynique, » dit Nemur. « C'est tout ce que cette chance a signifié pour toi. Ton génie a détruit ta foi dans le monde et dans ton prochain. »« Ce n'est pas entièrement vrai, » dis-je doucement. « Mais j'ai appris que l'intelligence seule ne signifie pas grand-chose. Ici, dans cette université, l'intelligence, l'instruction, le savoir sont tous devenus de grandes idoles. Mais je sais maintenant qu'il y a un détail que vous avez négligé. L'intelligence et l'instruction, qui ne sont pas tempérées par une chaleur humaine, ne valent pas cher. » Je pris un autre martini sur le buffet voisin et poursuivis mon sermon. Comprenez-moi bien, l'intelligence est l'un des plus grands dons humains. Mais trop souvent, la recherche du savoir chasse la recherche de l'amour. C'est encore une chose que j'ai découverte pour moi-même récemment. Je vous l'offre sous forme d'hypothèse. L'intelligence sans la capacité de donner et de recevoir une affection mène à l'écroulement mental et moral, à la névrose et peut-être même à la psychose. Et je dis que l'esprit qui n'a d'autre fin qu'un intérêt et une absorption égoïste en lui-même, à l'exclusion de toute relation humaine, ne peut aboutir qu'à la violence et à la douleur. Quand j'étais arriéré, j'avais des tas d'amis. Maintenant, je n'en ai pas un. Oh, je connais des tas de gens, des tas et des tas de gens, mais je n'ai pas de vrais amis. Pas comme j'en avais à la boulangerie. Pas un ami au monde qui signifie quoi que ce soit pour moi et personne pour qui je signifie quoi que ce soit. Je m'aperçus que mon articulation devenait mauvaise et que ma tête tournait. « Cela ne peut pas être juste, n'est-ce pas ?» insistai-je. « Je veux dire, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ce soit juste ?» Strauss s'approcha et me prit le bras. « Charlie, tu ferais peut-être mieux de t'allonger un instant. Tu as beaucoup trop bu. »« Pourquoi me regardez-vous tous comme cela ? Qu'ai-je dit de mal ? Ai-je dit quelque chose de faux ? Je n'ai jamais voulu dire quelque chose qui ne soit pas juste. » J'entendais les mots devenir pâteux dans ma bouche, comme si l'on m'avait fait une piqûre de novocaïne au visage. J'étais ivre. J'avais perdu tout contrôle de moi-même. À ce moment, presque comme en appuyant sur un bouton, je fus en train d'observer la scène de la porte de la salle à manger, et je me vis. J'étais l'autre Charlie, là-bas, près du buffet, un verre en main,
avec de grands yeux effrayés. « J'essaie toujours de faire de mon mieux. Ma mère m'a toujours appris à être gentil avec les gens parce que, disait-elle, comme cela tu ne t'attireras pas de désagréments et tu auras toujours beaucoup d'amis. » Je pouvais voir à la manière dont il se dandinait et se tortillait qu'il avait une colique. « Oh mon Dieu, pas devant eux !»« Excusez-moi, je vous en prie, dit-il, il faut que je m'en aille. » Je ne sais comment, dans cet état d'ébriété, je réussis à l'éloigner d'eux et à le conduire vers les toilettes. Il y arriva à temps et au bout de quelques secondes, je repris le contrôle. J'appuyai ma joue contre le mur carrelé, puis je me rafraîchis, la figure à l'eau froide. J'étais encore un peu chancelant, mais je sentais que ça allait s'arranger. C'est alors que je vis Charlie qui me regardait de la glace au-dessus du lavabo. Je ne sais pas comment je sus que c'était lui et non moi, peut-être à l'expression absente et inquiète de son visage. Ses yeux ronds et apeurés, comme si, à mon premier mot, il allait s'enfuir et s'enfoncer dans les profondeurs du monde du miroir. Mais il ne s'enfuyait pas. Il me regardait fixement, bouche bée, le menton tombant. « Ah, c'est toi, dis-je. Ainsi, tu es finalement venu me trouver face à face. » Il plissa le front légèrement, comme s'il ne comprenait pas ce que je voulais dire, comme s'il voulait une explication, mais ne savait pas comment la demander. Puis il renonça et eut un petit sourire forcé au coin des lèvres. « Reste là en face de moi !» m'écriai-je. « J'en ai plus qu'assez que tu m'espionnes, des embrasures de porte et des coins noirs où je ne peux pas t'attraper. » Il continua de me regarder fixement. « Qui es-tu, Charlie ?» Nulle autre réponse que son sourire. Je secouai la tête. Il en fit autant. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Il haussa les épaules. « Allons, voyons, tu dois vouloir quelque chose, tu me suis sans cesse !» Il baissa les yeux et je regardai mes mains pour voir ce qu'il regardait. « Tu veux que je te les rende, ces mains, n'est-ce pas ? Tu veux que je m'en aille pour pouvoir revenir et repartir du point où tu en étais resté ? Je ne te le reproche pas. Après tout, c'est ton corps et ton cerveau et ta vie, même si tu n'étais pas capable d'en faire grand usage. Je n'ai pas le droit de t'enlever tout cela, ni personne. Qui peut dire que mes lumières valent mieux que ta nuit ? Qui peut dire que la mort vaut mieux que ta nuit ? Qui suis-je pour me permettre de le dire ? Mais je vais te dire autre chose, Charlie. Je me redressai et m'éloignai du miroir. Je ne suis pas ton ami. Je suis ton ennemi. Je n'abandonnerai pas mon intelligence sans lutte. Je ne peux pas redescendre dans cette caverne. Il n'y a aucun endroit où moi je puisse aller maintenant, Charlie. Il faut donc que tu ne reviennes pas. Reste dans mon inconscient, c'est là ta place, et cesse de me suivre partout. Je n'abandonnerai pas, quoi qu'ils puissent tous en penser. Si solitaire que puisse être mon combat, je veux garder ce qu'ils m'ont donné et faire de grandes choses pour le monde et pour ceux qui sont comme toi. » En me tournant vers la porte, j'eus l'impression qu'il me tendait la main, mais tout cela était ridicule. J'étais simplement ivre et ce n'était que mon reflet dans la glace. Quand je sortis, Strauss voulut me mettre dans un taxi, mais je l'assurai que je pouvais très bien rentrer chez moi tout seul. Je n'avais besoin que d'un peu d'air et je ne voulais de personne pour m'accompagner. Je voulais rentrer à pied, seul. Je me voyais tel que j'étais vraiment devenu. Nemur l'avait dit. J'étais un salopard arrogant et égocentrique. À l'inverse de Charlie, j'étais incapable de me faire des amis ou de penser aux autres et à leurs problèmes. Je ne m'intéressais qu'à moi et à moi seul. Pendant un moment, dans la glace, je m'étais vu avec les yeux de Charlie. Je m'étais regardé et j'avais vu ce que j'étais réellement devenu, et j'en avais honte. 2 heures plus tard, je me retrouvai devant l'immeuble où j'habitais. Je montai l'escalier et pris le couloir faiblement éclairé. En passant devant l'appartement de Faye, je vis qu'il y avait de la lumière, et je me tournai vers la porte. Mais juste comme j'allais frapper, je l'entendis glousser, et le rire d'un homme en réponse. J'arrivais trop tard pour cela. J'entrai doucement chez moi, et je restai là un moment dans l'obscurité, sans oser bouger, sans oser faire de la lumière. Je restai là simplement, et je sentis un tourbillon dans mes yeux. Que m'est-il arrivé ? Pourquoi suis-je si seul au monde ? 4h30 du matin. La solution m'est venue alors que je somnolais, lumineuse. Tout se raccorde, et je vois ce que j'aurais dû savoir depuis le début. Assez dormi, il faut que je retourne au labo et que je vérifie cela avec les résultats de l'ordinateur. C'est là, finalement, la faille dans l'expérience. Je l'ai trouvée. Maintenant, que vais-je devenir ?
C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 14e partie. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.